je serai votre modérateur durant cet apéro labo que nous allons partager ensemble. Pour vous dire quelques mots à propos de l'AFM Téléthon qui organise cet apéro labo en l'occurrence et les autres auxquels vous êtes peut-être inscrits. Donc, c'est une association de malades et parents de malades dont le combat vise à mettre au point des médicaments, en l'occurrence de thérapies innovantes, pour aider les personnes atteintes de maladies génétiques rares à vivre le mieux possible et aller sur la voie des traitements. Donc, pour cela, elle développe des stratégies d'intérêt général et finance la recherche sur des centaines de pathologies différentes, que ce soit des pathologies rares du foie, du muscle, de la vision. Donc aujourd'hui, et grâce à vous, en l'occurrence, que vous soyez donateur, adhérent, bénévole ou coordinateur dans une coordination Téléthon, les premières victoires arrivent avec notamment des centaines de malades traités par le monde par thérapie génique avec un premier médicament qui a été mis sur le marché en 2019. Et tout cela grâce au travail des chercheurs du Téléthon et grâce forcément à votre mobilisation et à vos dons. Malheureusement, il y a encore beaucoup de familles et de malades qui attendent un traitement. C'est pourquoi il est primordial de continuer les recherches et de se mobiliser pour le Téléthon. Au regard du contexte sanitaire actuel, cette année, nous avons organisé une fête de la science 100% digitale, donc à laquelle vous participez aujourd'hui. Depuis hier et jusqu'à samedi matin, nous proposons plusieurs sessions avec une dizaine de chercheurs différents pour vous parler de thématiques aussi différentes les unes que les autres. Et ce soir, donc, on a rendez-vous avec Damien Bachasson, que vous voyez sur votre écran, qui va nous parler des étonnants secrets du muscle. Un petit mot avant de commencer la présentation de Damien. Je vous demanderai de couper vos caméras et micros durant son intervention. Et si vous avez des questions, je vous invite à les écrire dans la conversation que vous avez sur le côté. Et suite à l'intervention de Damien, je compilerai ces questions et il y répondra. Bien sûr, des questions par la suite, pas de problème pour les rédiger ou des questions suite à ces réponses. Donc voilà, n'hésitez pas à nous signaler quoi que ce soit dans la conversation et je vais laisser la parole à Damien. À toi de jouer. Bonsoir à tous. Merci de suivre cette présentation. Donc moi, je vous parle du laboratoire de physiologie et d'évaluation neuromusculaire à l'Institut de biologie. C'est basé à la Pitié-Salpêtrière. Moi, je suis chercheur du coup dans ce laboratoire. Un des objectifs du laboratoire, c'est de développer de nouvelles méthodes non invasives pour évaluer à la fois la structure, l'anatomie, les maladies musculaires et leurs conséquences, et d'évaluer des patients qui sont inclus dans des protocoles de recherche. Donc, je vais parler du muscle un petit peu en général. Je vais vous parler un petit peu de ces petits secrets qu'on ne connaît pas trop. Et puis en passant, je vous parle un peu aussi de quelques projets de recherche sur lesquels je travaille voilà, dans le contexte de cette fête de la science. Alors, le muscle, c'est vraiment l'organe de la vie, c'est l'organe du mouvement. Il n'y a pas de mouvement sans muscle dans le vivant en général, hein, pour l'homme, mais pour tout ce qui est vivant. À la fois, les muscles sont impliqués dans le mouvement, dans la respiration, dans la vision. Hein, pour voir, il faut des yeux, mais pour bouger les yeux, il faut des muscles. Dans la parole, dans la circulation du sang, évidemment, avec le cœur, avec la digestion, même dans l'audition, il y a de la contribution des muscles. Donc, c'est vraiment un organe qui est essentiel à la vie. Alors, en ce qui concerne les muscles dits squelettiques qui s'attachent sur notre squelette, il y a plus de 600 muscles et ça constitue entre 30 et 50% du poids de notre corps. Donc, c'est vraiment un tissu qui domine vraiment les autres dans le corps humain.
Il y a deux muscles vitaux. Il y a le cœur qui assure la circulation du sang, qui se contracte jusqu'à plus de 2,5 milliards de fois dans une vie. Et puis il y a le diaphragme. Le diaphragme, c'est une espèce de membrane musculaire qui sépare le thorax de l'abdomen et qui est vraiment un petit peu comme un piston dans une seringue et qui permet de créer une dépression pour que l'air rentre dans les poumons. Il se contracte de notre premier souffle jusqu'à notre dernier, environ 24 000 fois par jour. Donc c'est vraiment un muscle très endurant et qui ne s'arrête jamais. Et qui a la bonne idée de fonctionner sans qu'on lui demande de fonctionner, ce qui est bien pratique. Alors il y a plusieurs types de muscles. Et en fait, il y a trois types de cellules musculaires. Donc, il y a les muscles squelettiques dont je viens de vous parler. On dit qu'ils sont striés parce qu'ils ont des petites striations. On va voir un petit peu plus tard pourquoi ils sont faits comme ça. Ils ont plusieurs noyaux aussi. On va voir un petit peu plus tard pourquoi ils sont comme ça. On a un contrôle volontaire sur eux. Ça veut dire qu'on peut les contrôler. Ils recouvrent tout notre squelette, mais ils sont aussi impliqués dans le mouvement, mais aussi dans la respiration. C'est aussi des muscles squelettiques qui s'occupent de la respiration. Ensuite, il y en a les cellules cardiaques, donc du muscle cardiaque, les cardiomyocytes. Ceux-là, ils sont vraiment spécifiques au cœur. Ils sont aussi striés, ils ont aussi des petites striations, mais vous voyez qu'ils sont un petit peu différents en termes de structure. Et pour le coup, eux, ils ont une activité autonome. Et comme je vous disais, on le trouve dans les cœurs seulement. Puis ensuite, il y a tous les muscles lisses qui sont d'apparence lisse. Donc du coup, c'est pour ça qu'ils ne sont pas striés, c'est pour ça qu'on les appelle les muscles lisses. Et qui ont une activité autonome et qu'on retrouve dans les organes, du tube digestif, dans les vaisseaux sanguins, les artères, les veines. Alors, les cardiomyocytes, ils ont la propriété assez géniale, quand on les met en culture, de se contracter tout seuls à une fréquence donnée. Donc là, sur cette vidéo, on peut le voir à la fois en culture et puis en microscopie électronique, un petit cardiomyocyte qui bat. Et en plus, ils ont la bonne idée, ces cardiomyocytes, quand ils sont mis en culture, de battre tous ensemble à l'unisson. Donc c'est une manière d'illustrer le côté un petit peu génial du tissu musculaire. Alors on va faire, nous, un petit zoom sur le muscle squelettique. Alors, le muscle, il est constitué de myofibrilles. Ça forme des cellules musculaires qu'on appelle les fibres musculaires. Et ensuite, c'est l'ensemble de ces fibres qui créent ce qu'on appelle des fascicules musculaires. Et l'ensemble de ces fascicules, ça fait un muscle qui est connecté ensuite aux os par les tendons, qui sont les structures blanches là qu'on voit à droite et à gauche. Donc, si on redézoome un petit peu tout ça, on a le muscle, l'os, le tendon, le muscle, le fascicule qui est constitué de fibres musculaires, et à l'intérieur de ces fibres musculaires, il y a les myofibrilles, et pour avoir un contrôle sur ces muscles, il faut évidemment un neurone, donc un neurone qui vient du cortex moteur, on va dire, du cerveau, jusqu'à la fibre musculaire. Alors, au plus près du muscle squelettique, on a par exemple une vue là ici en microscopie électronique où on voit l'ensemble de ces fibres musculaires avec leur tissu de soutien autour d'eux. Donc là, on peut vraiment voir vraiment très très près. Alors, les myofibrilles, elles sont composées de sarcomères. Le sarcomère, c'est la plus petite unité fonctionnelle du muscle. Ça fait 3 micromètres au repos, de long. Donc, c'est vraiment tout petit. Et c'est cette unité fonctionnelle, donc le sarcomère qui contient les filaments d'actine et de myosine, dont vous avez peut-être déjà entendu parler, qui sont des protéines qui permettent vraiment de produire la force musculaire. On va voir un petit peu plus près comment ça fonctionne. Donc, au moment de la contraction, le motoneurone libère un neurotransmetteur qui s'appelle l'acétylcholine et qui produit ce qu'on appelle un potentiel d'action qui déclenche la libération d'ion calcium à l'intérieur des myofibrilles. Et le calcium qui est libéré, il permet de découvrir les sites de lésion de la myosine. Les myosines, c'est une petite protéine qui ressemble un peu à un club de golf. Et les têtes de myosine, elles vont pouvoir se fixer à l'actine, elles vont pivoter grâce notamment à la molécule énergétique de la cellule qui s'appelle l'ATP, qui est générée par ce qu'on appelle la mitochondrie, qui est la centrale énergétique de la cellule musculaire. Transforme le sucre en ATP. Et donc, ce sarcomère, quand il se contracte, il va se raccourcir, et en se raccourcissant, il produit de la force. Et donc, pour produire un mouvement, par exemple comme fléchir le coude, il faut que ces tout petits mouvements au sein de chaque sarcomère de 3 micromètres de long qui vont pouvoir
permettre aux muscles de se raccourcir de plusieurs centimètres jusqu'à 10 centimètres pour produire le mouvement. Donc, tout ça marche vraiment tout ensemble. C'est vraiment une somme de petites briques qui travaillent ensemble pour pouvoir produire un mouvement. Alors, à l'Institut, nous, on regarde le muscle de plein de façons différentes. Donc là, j'ai voulu vous illustrer un petit peu ce qu'on pouvait faire. Alors, on peut regarder vraiment l'organisation cellulaire du muscle. Alors, pour ça, on va regarder du tissu. On va pouvoir regarder l'organisation des protéines musculaires en faisant des colorations avec certains anticorps. Là, par exemple, ici, vous avez en rouge les filaments d'actine. On peut étudier aussi la genèse du muscle, comment le muscle se forme. Alors le muscle, il se forme à partir de petites cellules qu'on appelle précurseurs. Ces précurseurs, c'est avant le muscle, qui s'appelle des myoblastes. Et quand on les met dans un milieu où on les expose à ce qu'il faut pour qu'elles se différencient, elles se transforment en fibres musculaires. Elles fusionnent entre elles, elles s'allongent. Et là, ici, vous avez une image où on peut carrément, bon, c'est en accéléré bien sûr, mais regarder vraiment ce qui se passe en temps réel avec ce type de microscopie dynamique. Hein, où, voilà, on ne fait pas qu'une seule image, mais carrément on filme ce qui se passe pendant très longtemps. Ça nous permet vraiment de comprendre comment le muscle se forme et comment il se forme, et donc du coup, qu'est-ce qui se passe quand il y a une maladie et pourquoi ça ne se forme pas bien, pourquoi ça ne se régénère pas bien. Donc on peut utiliser ce type de méthode. Alors moi, je travaille notamment sur le diaphragme, qui est donc du coup le muscle de la respiration. Et typiquement, d'habitude, pour la méthode de référence pour mesurer l'activité du diaphragme, c'est de faire des mesures de pression. Donc pour ça, on est obligé d'utiliser des espèces de petites sondes. Je ne sais pas si vous voyez bien sur la vidéo, là, c'est une espèce de petit ballonnet. On est obligé de rentrer par le nez, de mettre dans l'œsophage, de mettre dans l'estomac. Donc c'est une technique qui est assez invasive, assez désagréable, et qu'on ne peut pas mettre en place partout, déjà parce que c'est invasif, et en plus parce que ça demande une expertise assez importante. Et nous, typiquement, au laboratoire, on utilise ce qu'on appelle l'échographie. Donc l'échographie, c'est une méthode d'imagerie qui repose sur les ultrasons. Et on utilise, on va dire, de nouveaux modes d'échographie, comme par exemple regarder la rigidité des tissus, à quel point ils sont durs. Voilà, donc un muscle, tout le monde sait à peu près que quand un muscle se contracte, il devient de plus en plus dur. Voilà, récemment, on a pu montrer que quand, ici, ce que vous avez là sur cette image, je vais mettre pause quand même pour vous. C'est ce qui se passe quand on regarde le diaphragme au travers des côtes, là sur le côté du tronc. Et ici, vous avez au fait la peau, là les muscles qui est juste en dessous de la peau. Et la structure que vous voyez là tout noir tout en bas, c'est le foie. Et au-dessus, cette structure un peu allongée, là, avec deux grandes lignes blanches, c'est le diaphragme. Et donc quand le diaphragme se contracte, il s'épaissit. Ici, on a même un petit peu de poumon qui arrive. Et on voit aussi que voilà, il génère une certaine pression. Là, cette pression, par exemple, c'est la petite courbe bleue que vous avez là. Donc, on voit au cours de la ventilation que la pression du diaphragme, elle change. Et nous, ce qu'on a regardé, typiquement, c'est est-ce que on pouvait regarder comment le diaphragme il se durcissait, il se ramollissait pendant la respiration. Et c'est la courbe que vous avez là en rouge, là. Et on voit que ça suit très bien l'évolution de la pression du diaphragme. Donc nous, on travaille vraiment au carrefour de la physiologie, de la physique acoustique, avec des physiciens qui inventent de nouvelles façons de faire de l'échographie, et de la bioingénierie pour mettre tout ça dans un appareil qui permet de faire ça pour améliorer l'évaluation du diaphragme. Ça, c'est une autre illustration. Un des moyens de référence, c'est d'utiliser ce qu'on appelle une stimulation artificielle des nerfs qui innervent le diaphragme. Donc, c'est des nerfs qui partent du cou, qui vont jusqu'au diaphragme. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on stimule de façon artificielle pour avoir une réponse qui est indépendante de la volonté, qu'on peut aussi utiliser chez des patients qui ne sont pas conscients, par exemple en réanimation, pour essayer de se donner une idée de est-ce qu'ils ont un problème ou non de diaphragme, est-ce que ça va poser un problème pour leur santé. Et typiquement, ce que vous voyez ici sur la droite, c'est une vidéo au fait, d'un événement qui dure 500 millisecondes. Donc, on fait plus de 10 000 images par seconde pour avoir un film de l'activité du diaphragme au cours d'une stimulation. Donc ça, c'est une façon d'explorer les muscles et ce qui se passe ensuite chez les personnes qui n'ont pas de soucis de santé, les personnes qui prennent de l'âge,
les sportifs de haut niveau, et puis évidemment, toutes les personnes qui peuvent être concernées par une dysfonction du diaphragme. Évidemment, les malades neuromusculaires, mais il y a aussi les malades respiratoires, et il y a aussi n'importe qui peut rentrer dans un service de réanimation qui va être sous ventilation artificielle, chez qui, au fait, on va assister le diaphragme. Le problème, c'est comme je vous expliquais plus tôt dans la présentation, c'est un muscle qui travaille tout le temps, qui n'aime pas du tout qu'on le mette au repos. Et ce qui se passe, c'est qu'ensuite, quand on veut séparer le patient du ventilateur, bah, ce diaphragme il est devenu trop paresseux. Donc, du coup, ce genre d'exploration, ça va nous permettre de mieux protéger le diaphragme quand on ventile les patients pour avoir un taux de succès de séparation des patients qui sont ventilés du ventilateur qui est meilleur. Alors, avec l'échographie, on peut aussi étudier la structure du muscle. La structure du muscle, elle est vraiment au service de sa fonction. Donc, un muscle qui est très long, par exemple, avec toutes les fibres qui sont parallèles à son grand axe, ça va être un muscle plutôt pour faire des grands mouvements. Un muscle court, par exemple, comme le muscle qui forme le galbe de l'épaule, ça va être un muscle plutôt râblé, plutôt petit, avec plein de fibres en diagonale, parce qu'il va avoir une fonction un peu plus de maintien de posture. Donc, vraiment, le designer des muscles a bien travaillé, parce que vraiment, ils ont une structure qui est vraiment correspondante à la fonction qu'ils remplissent. Donc, il y a des muscles circulaires, par exemple, autour de la bouche, des muscles qu'on appelle convergents, des muscles qu'on appelle multipénés, parce qu'ils ont plein de groupes musculaires différents, des muscles bipénés, comme un des muscles de la cuisse. Il y a des muscles très longs, là, comme un muscle qui traverse la cuisse qui s'appelle le muscle sartorius. Et puis, il y a des muscles pas pénés du tout, comme par exemple le muscle qu'on a à l'avant de la jambe qui permet de relever la cheville, relever les orteils. Donc le muscle, il cache plein de secrets rigolos. Bah déjà, comme je vous ai expliqué plus tôt dans la présentation, il représente jusqu'à 50% du poids de notre corps. Donc en fait, c'est un organe qui sécrète. Et il sécrète des molécules qu'on appelle les myokines. Et en fait, ces myokines, elles ont des effets bénéfiques sur l'ensemble de l'organisme et des tissus qui composent l'organisme. Donc typiquement, les myokines, elles vont permettre d'augmenter, par exemple, notre capacité à brûler des graisses, à être moins sensible à l'insuline, donc elles vont nous protéger du diabète. Elles vont augmenter notre densité osseuse, donc elles vont nous protéger de ce qu'on appelle l'ostéoporose, notamment dans le vieillissement, qui est la perte de densité osseuse. Ça va avoir un effet anti-inflammatoire. Ça va avoir un effet aussi sur l'immunité, sur notre système immunitaire. Donc, on en parle un petit peu en ce moment de quand même rester actif pour garder un système immunitaire compétent. Et puis, ça va même contribuer à la genèse de nouveaux neurones, à la fois dans les nerfs qui parcourent notre corps, mais aussi au niveau de notre cerveau. Donc, il y a vraiment des effets sur tous les tissus de l'organisme. Et ces myokines, évidemment, elles sont surtout sécrétées au moment de la contraction du muscle qui intervient surtout quand on fait de l'activité physique ou qu'on a un mode de vie actif. Donc si on veut bénéficier de l'effet bénéfique des myokines, il faut bouger le plus qu'on peut. Alors, typiquement, l'exercice musculaire, ça a aussi une activité antitumorale. Donc, même chez des personnes qui ont eu un cancer, par exemple, du sein, il y a des effets antitumoraux de l'exercice, même après que le cancer soit apparu. Donc aujourd'hui, ça fait partie, on va dire, des traitements qu'on met en œuvre, non seulement pour prévenir, mais aussi un peu pour traiter. Alors, quelque chose qui est un peu inconnu, c'est qu'au fait, on se dit souvent, bah oui, je sais à peu près où je suis dans l'espace, où sont mes bras, où sont mes jambes, où est ma tête et dans quelle position est mon bras. Mais en fait, c'est grâce à votre muscle qui est équipé de petits capteurs qui s'appellent les fuseaux neuromusculaires. Donc là, on en voit un. Là. Donc là, ça, c'est une coupe où on regarde les fils musculaires dans la longueur. Et donc, du coup, on voit les petites fibres nerveuses qui innervent les fils musculaires et ce fameux fuseau qui est vraiment qui est à l'intérieur d'une fibre. Et ce fuseau neuromusculaire, il va nous permettre de contrôler la force qu'on délivre et il va aussi nous donner un sens de la position. Donc si on les a plus, on ne sait plus vraiment dans quelle position sont nos membres. Alors après, on peut prendre un peu d'autres systèmes qui vont compenser. Par exemple, quand je ne sais pas, si je regarde, la vision va me donner des informations.
Mais si on supprime toutes les autres entrées, c'est un capteur qui contribue beaucoup à la notion de la position de notre corps. Alors, quelques petits chiffres. Donc, comme je vous disais plus tôt, il y a 2,5 milliards de battements de cœur dans une vie. Pour sourire, il faut mobiliser 17 muscles, hein, donc c'est tout un travail d'équipe. Et il y a 43 muscles faciaux qui permettent de produire plus de 10 000 expressions, alors pas toutes interprétables, hein, mais et notre diaphragme se contracte 24 000 fois par jour, je vous l'ai déjà dit. Et il nous faut 40 muscles pour une poignée de main et 17 muscles pour faire fonctionner notre langue. Donc vraiment les muscles qui ne fonctionnent jamais vraiment tout seuls. Il y a toujours un muscle qui stabilise, un muscle qui active, l'autre qui compense. Donc c'est vraiment un travail d'équipe. Donc le plus gros muscle, c'est le muscle grand fessier, le gluteus maximus en latin. Et c'est un muscle qui joue vraiment le rôle de coussin. Alors c'est un extenseur de la hanche, hein, c'est aussi un moteur de la marche, mais une de ses fonctions principales, c'est de pouvoir s'asseoir quand même sans se faire mal. Donc c'est une de ses fonctions. Et à l'inverse, le plus petit muscle, il mesure 2,5 mm et c'est le muscle de l'étrier. En fait, il protège notre tympan, il évite que le marteau tape trop fort contre le tympan, donc on est exposé à un bruit très violent. Ce muscle va protéger notre tympan. Le muscle qui produit le plus de force par centimètre carré, c'est le masséter, c'est un muscle de la mâchoire et il nous permet du coup de broyer nos aliments, donc c'est un muscle très puissant. Et le plus grand muscle, il mesure environ 65 cm, il s'appelle le sartorius et il est dit du tailleur parce qu'au fait, il permet de faire un mouvement de hanche qui nous permet au fait de nous asseoir en tailleur. Donc c'est pour ça qu'il s'appelle le tailleur ou le couturier d'ailleurs. Alors, malheureusement, ce muscle, parfois, il dysfonctionne. Et les maladies qui touchent le muscle, on les appelle les maladies neuromusculaires. Elles peuvent toucher soit le muscle, soit son innervation, soit son métabolisme. Ça entraîne des atteintes qui sont multiples, comme l'altération de nos capacités à bouger, à respirer, à la fonction du cœur. Et ça va réduire évidemment l'autonomie, l'espérance de vie et la qualité de vie des patients qui en souffrent. Donc il y a plus de 400 maladies neuromusculaires différentes. Elles peuvent être soit d'origine génétique, c'est la majorité, donc c'est la mutation d'un ou plusieurs gènes qui assurent la bonne santé du muscle, ou une origine auto-immune ou inflammatoire, pour le coup, qui ne sont pas héritées, qui ne sont pas transmises par les parents, qu'on appelle les myosites, et qui ont la mauvaise idée de se déclarer assez tard, comme ça, un peu insidieusement. Et c'est vraiment là, du coup, le système immunitaire qui attaque le muscle. Donc ici, on avait par exemple voilà, quelques images là d'histologie, donc de coupes de muscles colorés ou avec différentes maladies qui ont pour certaines des caractéristiques qui leur sont propres. Donc à l'Institut, on étudie beaucoup toutes ces pathologies et le meilleur moyen de les diagnostiquer, quoi. Donc les autres atteintes du muscle, c'est le vieillissement. Donc quand on vieillit, on perd de la masse et on perd de la fonction du muscle. Ça peut conduire à ce qu'on appelle la sarcopénie, qui est une association de perte de masse musculaire associée à une perte de fonction. Et l'exercice et une bonne nutrition tout au long de la vie, ça permet quand même d'en réduire l'impact. Et pour vous donner une idée, on va perdre environ, en moyenne, 30% de sa masse musculaire entre 35 et 75 ans. Mais on peut quand même ralentir en ayant un mode de vie actif. Les maladies chroniques et aiguës, c'est aussi des maladies qui sont associées à une diminution de la masse musculaire. Alors, il y a les maladies respiratoires, il y a l'insuffisance cardiaque, il y a le diabète, le cancer, mais il y a aussi les syndromes respiratoires aigus sévères, comme qui sont observés en ce moment avec la Covid-19, qui sont aussi associés à des atteintes du muscle, par exemple au cours de la réanimation ou au cours de l'hospitalisation. Donc, c'est des atteintes qu'on peut aussi retrouver. Un autre type d'atteinte du muscle, c'est la blessure. La blessure, la plupart du temps dans le contexte sportif, mais pas que, hein. Donc, en termes de sévérité, on part de l'élongation au claquage jusqu'à la déchirure, où cette fois, on a vraiment déchiré un bout de muscle. Et pour vous donner une idée, dans le haut niveau, c'est
c'est la première cause d'indisponibilité à l'entraînement, à la compétition chez le sportif, ces blessures musculaires. Donc comprendre ce qui se passe dans ce cadre-là, ça peut avoir des grosses implications pour l'entraînement et les performances en compétition. Alors là, je vous mets une petite image pour vous donner une idée des effets du vieillissement sur le muscle. Donc tout à gauche, vous avez une personne qui a 24 ans, plutôt active. Au milieu, c'est une personne de 66 ans peu active. Ou alors on voit déjà que en blanc tout autour, donc ça c'est une cuisse hein, avec l'os de le fémur au milieu. Ici, on a donc ce qu'on appelle la graisse sous-cutanée, hein, la graisse qu'on a sous la peau. Donc quelqu'un de peu actif, déjà on voit que il a pris un peu de gras par rapport à quelqu'un qui avait 24 ans. Et puis l'ensemble de ses muscles, ils ont diminué en taille. Et on peut voir aussi que on dit que c'est un petit peu persillé, ça veut dire qu'il y a du gras qui est venu se mettre à l'intérieur du muscle. Et à droite, vous avez une personne de 66 ans qui est active. Donc on voit qu'elle a réussi à maintenir quand même une belle masse musculaire. Donc l'exercice, encore une fois, la meilleure des médecines pour protéger ses muscles au cours du temps. Voilà, je pense qu'on va pouvoir un petit peu discuter ensemble de ce que j'ai présenté, voire d'autres sujets si vous en avez. Donc, je vais redonner la parole à Marion qui a dû prendre toutes vos questions. Merci Damien. Alors, il y a une question de Florence qui demande... Donc, le neurologue que j'ai vu à l'IM m'a expliqué que les muscles de mon thorax ont perdu leur capacité à se régénérer suite à la radiothérapie. Qu'est-ce que ça veut dire exactement et comment entretenir ces muscles sans les abîmer? Alors, on ne va pas vous donner un avis médical sur la question, mais en généralisant, la radiothérapie, ça a des effets négatifs sur le muscle. Mais reprendre une activité, évidemment avec l'accord des personnes qui vous suivent, et avoir des apports nutritionnels qui correspondent à cette augmentation de votre dépense, ça peut être une bonne stratégie pour essayer de retrouver ces muscles au cours du temps. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais un des moyens, ça va être d'essayer de les refaire travailler progressivement pour qu'ils reviennent partiellement. Après, bien sûr, on ne connaît pas l'ensemble de votre dossier et on ne peut pas vous donner une réponse ultra franche et ultra claire, mais ça peut faire partie des choses qui peuvent être mises en place, par exemple avec un kinésithérapeute pour réentraîner ses muscles. Merci Damien. Est-ce que vous avez d'autres questions? Non. Il n'y a pas de questions. Dernier appel. Non, c'est tout. Après, on est combien là, Marion? On est 10. Ah, si, Ludovic, merci. Donc, bonsoir. Dans les maladies neuromusculaires, il est conseillé de faire de l'exercice physique encadré. Quels sont les mécanismes du muscle qui rentrent en jeu? Alors, dans les maladies neuromusculaires, il y a deux aspects. Il y a, déjà, on a moins de muscles, donc on est plus faible. Donc, du coup, déjà, on bouge moins. Du coup, des fois, certains muscles qui ne sont pas tellement atteints par la maladie, ils peuvent être affectés par un faible niveau d'activité physique. Donc, en effet, faut faire une activité physique qui respecte les déficits. Ça veut dire que, par exemple, si on a un groupe musculaire qui est très faible, qu'on sait qu'il est fragile, c'est pas forcément celui-là sur lequel on va beaucoup travailler. Par contre, on va essayer de mettre en place une activité qui permet de solliciter d'autres. Alors, les mécanismes qui sont sollicités, c'est à peu près les mêmes que ceux qui sont sollicités chez la personne qui fait de l'exercice mais qui n'a pas de maladie neuromusculaire. Alors après, dans les myopathies et certaines, ce qu'on appelle les dystrophies, il n'y a pas la même sensibilité du muscle au dommage, donc il y a plus ou moins de précautions à prendre. Mais oui, globalement, même si il y a 10 ans, il y a 20 ans, c'était vraiment proscrit l'activité physique, aujourd'hui on s'est rendu compte que
que pas du tout d'activité physique, c'était encore pire pour les personnes qui avaient des maladies neuromusculaires. Donc, je ne sais pas si je réponds à votre question, mais si vous voulez des précisions, vous pouvez toujours même voilà, rajouter quelque chose. On a une nouvelle question d'Esther qui demande si les myokines sont des interleukines. Alors, entre autres, mais pas que. Donc, il y en a beaucoup des myokines, et parmi elles, il y a des interleukines. Donc, on a une nouvelle question. Bonsoir, je dois rentrer à l'hôpital de jour pour une consultation avec évaluation de la force musculaire pour une myopathie de Bethléem à Saint-Genis-Laval. Savez-vous comment cela se passe? Alors, je ne connais pas le centre de référence, mais j'imagine que ça va se passer à peu près dans toutes les consultations neuromusculaires. Donc, pour mesurer la force, il y a plusieurs façons de faire. Il y a des méthodes dites qui sont semi-quantitatives. Donc, ça veut dire qu'on va prendre des groupes musculaires, par exemple le groupe musculaire qui permet de faire la flexion et l'extension du bras. Et puis, on va dire, si je suis capable de faire ce mouvement contre une résistance force, c'est à 5. Si je suis capable de le faire contre une résistance qui est faible, c'est à 4. Si je suis capable de le faire contre la gravité, on va mettre 3. Si je suis capable de le faire, mais sans la gravité, c'est-à-dire sans lutter contre, sans porter mon bras, bon, on va dire 2. Et si je suis capable de le faire, mais pas sur toute l'amplitude, on va dire 1. Puis je ne suis pas du tout capable de le faire, on va mettre 0. Voilà, par exemple. Et puis l'autre façon de le faire, c'est de mesurer vraiment la force que vous pouvez produire. Donc pour ça, on va utiliser différents outils, et notamment ce qu'on appelle des dynamomètres. Les dynamomètres, c'est des appareils qui permettent de mesurer la force. Et puis, vu qu'il y a des valeurs, on s'attend à une certaine valeur pour une personne d'un certain sexe, d'un certain âge, d'une certaine morphologie, eh ben, on est en mesure de se rendre compte à quel point la force est diminuée par rapport à ce qu'on attend d'habitude chez quelqu'un qui n'a pas de problème neuromusculaire. Alors, ça va être ça, et puis ça va peut-être aussi associé à des tests qu'on appelle fonctionnels. Ça veut dire, est-ce qu'on est capable de se relever? Combien de fois on est capable de se relever en 30 secondes? Combien de mètres on peut parcourir pendant 6 minutes? Est-ce qu'on peut se relever du sol? Donc il y a tout un tas d'échelles comme ça qui peuvent être utilisées dans les consultations pour faire une évaluation. Merci Damien. Alors, un commentaire de Ludovic qui m'a fait sourire, donc qui te remercie pour l'intervention et qui précise qu'il a souri en regardant les coupes de la cuisse. Ça ressemblait à du jambon et persillé en plus. Voilà, ouais, c'est sûr que là, il y a un peu de persillage. Ouais, c'est ce qu'on dit dans le jargon. Florence a une question. Où en est-on sur les cellules souches musculaires des essais cliniques chez l'homme? Alors, moi, c'est pas mon champ spécifique de recherche, donc je suis clairement pas la meilleure personne pour répondre à cette question. Il y a une actualité scientifique qui est débordante à ce sujet. Est-ce qu'il y a des essais cliniques qui sont prévus sur les cellules souches comme ça là, ça dépend comment aussi, mais là, je ne sais pas vous répondre, honnêtement. Alors, il y a une intervention de Cécile Martina qui aura lieu demain, Florence. Cécile Martina appartient au laboratoire ISTEM qui travaille sur les cellules souches et elle va notamment donc parler du laboratoire et des travaux en cours en thérapie cellulaire. Donc, je vous invite à vous rendre sur le site de la Fête de la Science, dont je vous copie le lien tout de suite dans la conversation. Et donc, c'est l'intervention de Cécile Martina qui aura lieu demain. Et donc, elle pourra vous en dire plus sur les cellules souches. Ah, bah parfait, très bien. Merci Florence. D'autres questions? Non. Damien a répondu à toutes vos questions. Ah, pas possible. Il y aura d'autres questions.
Je laisse un peu réfléchir, Marion. Ah. Donc, si vous avez d'autres thématiques qui vous intéressent, je vous invite à consulter le site de la Fête de la Science que vous connaissez déjà sûrement pour regarder si d'autres thématiques vous intéressent. Voilà, donc si vous n'avez pas d'autres questions, je vous laisse encore quelques minutes, le temps de vous redire quelques mots. Donc, je vous remercie également au nom de l'AFM Téléthon et des familles ainsi que des malades. Ah, Claire nous pose une question. Comment le muscle se répare? Alors, Claire, donc, il y a, comme dans tous les tissus, quand il y a un dommage, il y a une réaction inflammatoire. Et à la suite de cette réaction inflammatoire, il y a notamment comme je vous ai expliqué, la cellule musculaire a la particularité d'être très longue et d'avoir plein de noyaux. Et il y a aussi des cellules qu'on appelle les cellules satellites. Et ces cellules satellites, elles sont impliquées, elles ont tout le matériel qu'il faut pour aider à reconstruire justement des bouts de membrane et de protéines qui sont abîmées. Donc, c'est grâce à ces cellules satellites que le muscle peut se réparer quand il est blessé. On a une autre question, Isabelle, cette fois-ci, si je te coupe pas, Damien, tu avais quelque chose à ajouter? Non, j'écoute. Peut-on régénérer un muscle fibrosé? Alors, malheureusement, c'est d'ailleurs le problème, hein, c'est parce que dans les pathologies neuromusculaires, il y a une... Oh. C'est de retour. Oui. Je disais oui, le problème dans les maladies neuromusculaires, c'est qu'il y a une association d'une perte de masse musculaire, de volume musculaire. Il y a une perte aussi de qualité musculaire. Et ça passe par l'infiltration graisseuse, que je vous ai montré, ça arrive aussi un petit peu dans le vieillissement, mais dans une moindre mesure. Et puis, il y a cette histoire de fibrose. Alors, la fibrose, elle est liée à la fois au fait que un muscle qui devient moins actif, et donc du coup, ça va être aussi un membre qui bouge moins, et ça va quelque part conduire à un remaniement et à de la fibrose. Et donc, quand on arrive à un stade où le muscle est très infiltré de gras et de fibrose, c'est l'expression même de la myopathie, et pour lesquelles, malheureusement, pour beaucoup d'entre elles, on n'a pas de traitement encore, même s'il y a beaucoup de choses qui se passent. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on continue à faire de la recherche pour qu'on puisse un jour avoir des solutions. Donc, nous, on travaille, on a une thématique sur la fibrose, notamment au laboratoire. Donc, d'ailleurs, on a essayé de la quantifier. C'est pas si facile que ça, au fait, hein, parce que ça se fait bien dans le tissu, dans du tissu musculaire. Mais quand on a des patients qui viennent dire à quel point ils sont fibrosés, que ce soit en utilisant des méthodes comme l'IRM, l'échographie ou encore d'autres méthodes, c'est pas tout à fait évident à quantifier. Et donc, du coup, pour bien évaluer les effets de potentiels traitements et des traitements qui sont en cours de test, il faut aussi être en mesure de se donner une idée de comment on quantifie cette fibrose dans le muscle. Ce qui est mettre un chiffre, dire que c'est fibrosé, c'est facile. Mettre un chiffre et être capable de le suivre dans le temps, ça c'est un autre défi. Donc j'ai un peu dérivé, mais je pense que je vous ai donné un peu des éléments complémentaires sur la question de la fibrose, qui est vraiment une question importante pour nous. Alors, autre question, pas de traitement pour les douleurs? Alors, je ne sais pas si exactement de quelle douleur on parle, mais bon, du coup, je vais essayer de généraliser. Généralement, ça dépend évidemment des pathologies dont on parle, mais souvent, si on prend par exemple une dystrophie musculaire, une myopathies de Duchenne, voilà, ça va être surtout des douleurs qui sont liées aux conséquences de la maladie sur notre capacité à bouger, sur notre capacité à changer nos points d'appui quand on est assis, sur la fonction des muscles à maintenir les articulations ensemble, à faire que par exemple notre épaule, notre bras pèse pas trop lourd, que notre bras il soit soutenu par les muscles.
Donc, du coup, les douleurs, elles vont être souvent plus liées elles vont être souvent liées à des problèmes articulaires ou des problèmes de point d'appui, des problèmes cutanés. Et donc, pour le coup, la douleur, c'est pas quelque chose qui est spécifique aux maladies neuromusculaires. Donc, il y a des traitements pour la douleur, il en existe beaucoup, de plusieurs catégories en fonction de l'intensité de la douleur et du type de douleur. Donc oui, si je dois répondre à la question, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de traitements pour la douleur et c'est quelque chose qu'aujourd'hui, on arrive quand même bien à contrôler, à la fois chez les malades neuromusculaires et chez les autres aussi. Donc, je ne sais pas si ça répond tout à fait à votre question. Ouais. Donc, si jamais vous voulez d'autres précisions, n'hésitez pas à préciser la demande. Oui, c'est bon. Ok, tu as répondu à la question. Est-ce que vous avez d'autres questions? Ça peut venir après, encore une fois. Pas d'autres questions? Ah. Peut-on améliorer sa qualité musculaire? Oui. Ouais, on peut améliorer plein de qualités musculaires. Quand on commence à s'entraîner, d'ailleurs, c'est assez génial parce que souvent ça motive. Parce qu'en fait, on a des adaptations qui sont très rapides. Et en fait, ces adaptations, elles ne sont pas liées au muscle, elles sont liées au contrôle du muscle. Donc, quand vous commencez à, par exemple, travailler les muscles, les quadriceps, par exemple, ou le biceps, vous allez vite avoir un gain sur la résistance à la fatigue et la force. Mais ce gain, il est d'abord lié à votre capacité de activer correctement ce muscle et de l'activer à fond et de l'activer intelligemment. Et puis ensuite, il y a tout un tas de cascades qui vont se passer à l'intérieur du muscle et qui vont faire que oui, on peut améliorer ses qualités musculaires. Donc ça va être les capacités enzymatiques de la mitochondrie dont je vous ai parlé, qui est la centrale énergétique de la cellule. Ça va être le type de protéines qui sont exprimées dans le muscle, qui peuvent vous rendre plus résistant à la fatigue si on fait un entraînement qui est plus typé endurance ou qui va permettre aussi sur des si on s'entraîne à haut niveau de force, plutôt de développer plus de force, plus de masse musculaire. Donc on peut vraiment améliorer la qualité de ces muscles sans aucun doute. Et c'est assez rapide. Et alors le problème c'est que ça vient un peu plus lentement que ça part malheureusement, mais donc définitivement on peut. Nouvelle question, est-ce que tu peux nous donner des exemples de connaissances sur le muscle qui ont généré des avancées thérapeutiques? C'est ça la question. Va falloir que je me déplace parce que j'avais pas prévu qu'on soit aussi. Excusez-moi. Est-ce que je connais des. Bah, c'est évidemment, bah, en fait, toutes les avancées thérapeutiques, elles viennent de découvertes sur le muscle, que ça soit. Je vais essayer de vous trouver un exemple du coup. Je prends un exemple c'est peut-être pas le plus emblématique, quoi que ce soit, mais c'en est un. Par exemple, on s'est rendu compte quand on suivait des patients qui avaient des pathologies respiratoires, typiquement, que deux personnes qui avaient le même niveau d'atteinte pulmonaire, mais qui avaient des niveaux d'atteinte différents de leurs muscles, ben, la personne qui avait une faible masse musculaire, une faible qualité musculaire, qui vient à la base consulter pour un problème de poumon, hein, de voie aérienne, on s'est rendu compte que cette personne-là, elle avait par exemple 13 fois plus de risques
de décéder dans les 5 ans qu'une personne qui n'avait pas une diminution de la masse musculaire avec le même niveau d'atteinte pulmonaire. Donc ce genre de découverte, ça permet vraiment de repenser toute la manière dont on voyait les patients avec des maladies neuromusculaires en impliquant le muscle et en faisant en sorte de cibler la masse musculaire pour éviter tous les effets négatifs qui sont associés à une faible masse musculaire. Donc voilà, c'est un exemple qui me vient à l'esprit, parce qu'aujourd'hui je travaille sur quelque chose de similaire, mais il y en a des milliers et des milliers d'autres, quoi. À quoi correspondent les CPK qu'on nous fait doser dans le sang? Les CPK, je vais me déplacer, hein, c'est des créatines kinases. Donc c'est des choses qui sont libérées quand il y a du dommage musculaire. Donc généralement, quand on a une suspicion d'homyopathie, on va faire doser ces CPK. Et si elles sont fortement, excusez-moi, hein, voilà. Et si elles sont fortement augmentées, ça va, on va dire, confirmer ce qu'on pense. Ça va confirmer une suspicion, ça va permettre de mettre les cliniciens sur la voie et de continuer à investiguer. Donc c'est à ça que ça sert, surtout les CPK. Allô? Oui. Oui. Merci. Est-ce que vous avez d'autres questions? Non. Donc après, si vous vous posez d'autres questions sur le muscle, les travaux notamment de Damien et de ses collègues de l'Institut de myologie, donc qui sont réalisés aussi grâce aux dons du Téléthon, vous pouvez vous rendre sur le site de l'AFM Téléthon pour voir les dernières nouvelles, que ce soit scientifiques, concernant les actualités de l'association, ou aussi sur le site directement de l'Institut de myologie. Vous retrouverez les dernières publications de Damien et de ses collègues. Également, donc, si vous n'avez pas d'autres questions, je vous remercie de votre présence à cet apéro labo. Et donc, au nom de l'AFM Téléthon et des milliers de malades qui sont concernés. Alors, vous êtes peut-être donateur, bénévole, ou même parmi les équipes de l'AFM ou de ces laboratoires. Donc, pour vous rappeler que le Téléthon aura lieu donc les 4 et 5 décembre cette année. Comme je vous le disais, pour suivre les actualités liées au Téléthon, vous pouvez vous rendre sur afm-téléthon.fr ou téléthon2020.fr. Et si vous voulez participer d'une quelconque manière, en organisant une animation, en faisant un don, n'hésitez pas à vous rendre sur ces sites que je vais vous remettre dans la conversation. Merci à tous. Damien, je te précise qu'en commentaire, on te remercie également et tout le monde nous encourage et t'encourage, toi et toutes les équipes de recherche, à ne rien lâcher. Et donc, j'espère à tous vous revoir, ou en tout cas, vous peut-être vous voir sur d'autres interventions, d'autres apéros au labo. Et n'hésitez pas, si vous avez d'autres questions ou exactement, hashtag trop fort, bonne soirée Ludovic. N'hésitez pas donc à vous rendre sur le site de l'AFM Téléthon que je n'en doute pas, vous connaissez déjà. Donc voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Merci encore Damien pour ta présentation et ton intervention. C'était très, très clair. Donc voilà, n'hésitez pas à reprendre contact avec nous si besoin. Et je vous souhaite une excellente soirée et un excellent Téléthon. Et à très vite. Au revoir. Au revoir, merci à tous.